J'ai toujours pensé que l'amour ressemblait à l'assemblage d'une montre mécanique complexe. Il faut une patience infinie, des mains qui ne tremblent jamais, et une compréhension profonde de chaque minuscule rouage pour que l'ensemble batte au rythme parfait. Pendant 8 ans, ma femme et moi avons été ce mécanisme parfait. J'ai 36 ans et je suis horloger-restaurateur. Je passe mes journées penchée sur mon établi, une loupe vissée à l'œil, à redonner vie à des pièces du XVIIIe siècle. L'air de mon atelier sent toujours le laiton poli, l'huile fine et le bois vieilli. Ma femme, qui a 28 ans, était mon équilibre. Elle était une chef cuisinière passionnée par la gastronomie authentique. Quand nous nous sommes rencontrés, elle tenait un petit bistrot où elle cuisinait des plats simples mais incroyablement chaleureux. Nous vivions dans un appartement modeste au-dessus de mon atelier à Lyon. Nos soirées se résumaient à déguster un verre de vin rouge sur notre petit balcon en fer forgé, à écouter le bruit de la pluie et à parler de nos rêves. Elle détestait la cuisine prétentieuse, la gastronomie moléculaire froide et les chefs arrogants qui traitaient leurs équipes comme des esclaves. Elle était la chaleur de ma vie, mon refuge absolu. Je me souviens des soirs où mes doigts étaient si raides à force de manipuler des pincettes microscopiques que je n'arrivais plus à fermer les mains. Elle s'asseyait derrière moi, prenait mes mains dans les siennes, les massait doucement avec de l'huile d'amande douce, en me racontant les histoires amusantes des clients de son bistrot. Je me sentais comme l'homme le plus chanceux du monde. Les amis, je vous interromps une petite seconde. Écrivez dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire. C'est toujours fascinant pour moi de voir jusqu'où voyagent ces récits et de découvrir notre immense géographie. Merci d'avance, et maintenant, on retourne à l'histoire. Tout a commencé à se fissurer lorsqu'elle a été repérée par un investisseur parisien qui ouvrait un restaurant ultra exclusif et avant-gardiste dans le centre-ville. Le concept était un mélange d'art contemporain et de gastronomie de luxe. L'homme derrière tout cela s'appelait Victor. Il approchait la cinquantaine. Il était riche, redouté par les critiques culinaires et traînait derrière lui une réputation de tyran charismatique. Dès la première semaine de son nouveau poste de chef exécutive, l'atmosphère dans notre appartement a changé. Avant, elle rentrait en sentant le beurre fondu et le pain chaud. Elle jetait son tablier sur la chaise et venait m'embrasser dans le cou pendant que je terminais d'ajuster un balancier. Maintenant, elle rentrait à des heures impossibles. Elle sentait le parfum de niches boisées, la fumée de cigares et l'alcool fort. Elle s'asseyait sur le canapé, retirait ses chaussures de créateur qu'elle n'aurait jamais portées avant et parlait de Victor. Victor a dit que ma purée de céleri manquait d'audace. Victor m'a fait goûter un vin que tu ne pourrais jamais t'offrir. Victor pense que je perds mon temps avec des plats traditionnels. Au début, j'écoutais avec le sourire. Je me disais que c'était normal. C'était un saut énorme dans sa carrière. L'environnement était stressant. Je lui préparais une tisane, je lui frottais les épaules. Mais le ton de sa voix changeait. Quand elle prononçait le prénom de Victor, il y avait une sorte d'admiration presque religieuse, une fascination qui me mettait mal à l'aise. Un jeudi soir, je nettoyais le cadran en émail d'une montre de Gousset. Elle était assise à la table de la salle à manger. Le silence de la pièce n'était brisé que par le tic-tac des horloges et le son incessant de ses doigts tapant sur l'écran de son téléphone. Elle souriait, un sourire étrange, presque narquois, les yeux rivés sur l'écran. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier. Je lui ai demandé doucement avec qui elle discutait pour avoir l'air si amusée. Son visage s'est fermé instantanément. Elle a verrouillé le téléphone, l'a posé face contre table avec un bruit sec. Elle m'a répondu d'une voix coupante qu'elle réglait un problème de fournisseur avec le maître d'hôtel. J'ai posé mes outils. Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai demandé si ce n'était pas plutôt avec Victor. Elle a repoussé sa chaise. Le bois a crissé sur le carrelage. Elle s'est levée, le visage rouge de colère. Elle m'a demandé quel était mon problème, pourquoi je faisais une fixation maladive sur son patron. Je lui ai répondu d'une voix calme que c'était elle qui ne parlait que de lui, qu'elle le vénérait comme un dieu, et que cette obsession me dérangeait. Elle a croisé les bras et m'a regardé de haut en bas. Elle a lâché, avec un mépris que je ne lui connaissais pas, que je n'y connaissais rien à la haute gastronomie, que j'étais coincée dans mon passé avec mes vieilles montres poussiéreuses, et que je jalousais simplement le fait qu'elle évolue dans un monde qui m'était inaccessible. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Mes poumons brûlaient. Nous ne nous étions jamais parlé ainsi. La distance s'est creusée de façon vertigineuse. Elle critiquait mes vêtements, mes horaires,
le manque d'ambition de ma vie. Je ravalais ma fierté. Je me persuadais que la pression de l'ouverture du restaurant la rendait folle. Mais ensuite, il y a eu l'incident avec Monsieur Laurent. Monsieur Laurent était le vieux maître horloger qui m'avait tout appris. Il n'avait pas de famille. Il nous considérait comme ses enfants. Ma femme l'adorait, il lui sculptait de petites cuillères en bois d'olivier. Un matin, Laurent a fait une violente attaque cardiaque. Il a été admis en soins intensifs. C'était critique. J'ai appelé ma femme en larmes. Nous avions promis d'aller le voir ensemble le vendredi soir. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'il passe le week-end. Le vendredi après-midi, elle m'a envoyé un message expéditif disant que la mise en place prenait du retard, mais qu'elle me rejoindrait directement à l'hôpital. J'ai attendu. Assis sur une chaise en plastique inconfortable, écoutant le bip régulier et terrifiant du moniteur cardiaque de Laurent. Il respirait avec difficulté. Ses yeux cherchaient la porte. Je lui tenais la main, qui semblait si fragile, et je lui mentais. Je lui disais qu'elle arrivait, qu'elle était coincée dans les embouteillages. À 20h, toujours personne. À 21h, je l'ai appelée. Messagerie vocale. À 22h, mon cœur battait d'une angoisse terrible. Je me disais qu'elle avait eu un accident. J'ai quitté la chambre en embrassant le front de Laurent, la gorge nouée. Je suis rentrée à l'appartement, vide. J'ai appelé le second de cuisine de son restaurant. Il m'a répondu, l'air étonné. Il m'a dit que le service s'était terminé très tôt, qu'il y avait une privatisation. Il a ajouté que ma femme était partie vers 18h avec Victor pour une soirée privée dans la villa d'un critique gastronomique en dehors de la ville. Le téléphone a glissé de ma main. Elle n'était pas coincée au travail. Elle n'avait pas oublié. Elle avait sciemment choisi d'aller boire du champagne avec la haute société plutôt que de venir dire adieu à l'homme qui l'avait traitée comme sa fille. Elle est rentrée à 4h du matin. J'étais assis dans le noir complet. J'ai allumé la lampe de bureau. Elle a sursauté. Elle portait une robe hors de prix qui ne lui appartenait pas, ses cheveux étaient en bataille. Je lui ai demandé d'une voix monocorde comment s'était passé le service. Elle a commencé à bafouiller, à parler d'une panne de four, du chaos en cuisine, du fait qu'elle n'avait pas vu le temps passer. Je l'ai fixée et j'ai dit un seul mot. Laurent. Son visage s'est décomposé. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle avait complètement oublié, que la pression l'avait rendue amnésique. Je me suis levée, je l'ai ignorée et je suis allée me coucher. Je savais qu'elle mentait. J'avais besoin de savoir jusqu'où allait le mensonge. Je savais que c'était mal, mais la confiance n'existait plus. Vers 6h du matin, je me suis assurée qu'elle dormait profondément. J'ai pris sa tablette numérique qu'elle laissait toujours dans son sac à main. Je connaissais le code de déverrouillage. La lumière de l'écran m'a piqué les yeux. J'ai ouvert ses messages. Rien. J'allais abandonner, me sentant presque coupable, quand j'ai vu une application de notes protégée par un mot de passe. J'ai tapé sa date de naissance. L'application s'est ouverte. Ce que j'ai vu à cet instant précis restera gravé dans mes rétines jusqu'à la fin de mes jours. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai dû poser la tablette sur mes genoux. Je n'arrivais plus à respirer. Ce n'étaient pas des notes. C'étaient des dizaines de vidéos et de photos. Sur ces images, ma femme, celle qui défendait la simplicité et l'éthique, participait à des actes intimes dégradants avec Victor. Mais il y avait pire. Il y avait un troisième homme sur certaines vidéos. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était un homme d'affaires corrompu de la région, un homme impliqué dans des scandales de travail dissimulés dans les abattoirs, un homme que ma femme détestait publiquement. Et là, je la voyais, soumise, obéissant à leurs ordres humiliants. Dans une vidéo, Victor l'obligeait à insulter notre vie. Je l'ai entendu rire alors que Victor se moquait de mon métier d'horloger, me traitant de minable mécanicien sans avenir. Elle acquiesçait. Elle disait qu'elle avait perdu des années de sa vie avec un idiot pauvre. Elle faisait des choses qu'elle avait toujours jugées révoltantes. Nous avions toujours parlé de nos limites intimes, elle m'avait toujours dit que le respect et la douceur étaient tout pour elle. J'avais respecté cela religieusement. Et là, pour ces monstres d'arrogance, elle devenait un objet qu'il piétinait avec son plein consentement. Je suis restée paralysée pendant de longues minutes. Mon cœur s'est glacé. L'amour a disparu, remplacé par un dégoût si profond qu'il m'a donné la nausée. J'ai transféré toutes les preuves sur mon propre disque dur sécurisé. Pas pour me venger publiquement, mais pour me protéger si elle tentait de détruire ma réputation.
Le matin est arrivé. Elle s'est levée, s'est préparée en évitant mon regard, m'annonçait un misérable au revoir et est partie travailler. Dès que la porte d'entrée s'est fermée, j'ai sorti des cartons. J'ai emballé mes outils avec une précision chirurgicale. J'ai rangé mes vêtements, mes livres. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. J'ai imprimé la requête en divorce que j'avais déjà commencé à rédiger. J'ai posé le dossier au centre de la table de la salle à manger. J'ai retiré mon alliance en or. Le métal était froid. Je l'ai posé exactement au centre du dossier. Le bruit de l'anneau frappant le papier a résonné dans l'appartement vide comme un coup de fusil. Je suis partie le matin même. J'ai loué une petite chambre vétuste en périphérie de la ville, près de l'hôpital de Laurent. J'ai éteint mon téléphone personnel et je n'ai gardé qu'une ligne professionnelle. Quand elle est rentrée chez nous et qu'elle a trouvé la table vide, l'enfer s'est déchaîné. Les appels de ses amis, les messages vocaux frénétiques, le ton passait de la colère hystérique à la supplication la plus pitoyable. Elle m'écrivait qu'elle était désolée, qu'elle ne comprenait pas, que nous devions parler, que j'étais l'homme de sa vie. Je n'ai répondu à rien. J'ai laissé mon avocat prendre le relais. Mais elle refusait de signer les papiers. Elle disait qu'elle ne signerait rien sans m'avoir vu. Le silence me rongeait. Je n'arrivais plus à me concentrer sur les minuscules engrenages de mes montres. Mes mains tremblaient constamment. J'ai fini par consulter une psychologue. Je lui ai tout raconté, les vidéos, le dégoût, le changement radical de ma femme. La psychologue m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a expliqué que Victor présentait toutes les caractéristiques d'un prédateur sociopathe. Ce genre d'individu ne cherche pas simplement le plaisir. Il cherche la destruction totale. Victor a vu une femme heureuse, mariée, avec des principes moraux forts. Pour lui, c'était un défi. Il devait la briser, la modeler, lui faire renier tout ce qu'elle était pour prouver sa propre toute-puissance. Il l'a isolée de moi, l'a convaincue que j'étais le problème, l'a gavée d'un faux sentiment de supériorité avant de l'humilier complètement. Et ma femme s'est laissée faire volontairement. Ma psychologue a été brutale. Elle m'a dit que j'avais fui. J'avais eu raison de partir pour me protéger, mais en ne lui disant pas pourquoi, en ne la confrontant pas face à ses actes, je gardais une blessure ouverte à l'intérieur de moi. Je devais la voir, exiger des réponses, non pas pour pardonner, mais pour fermer cette porte à jamais et reprendre le contrôle de ma propre narration. J'ai envoyé un email à ma future ex-femme. J'ai fixé un rendez-vous dans un parc public, un endroit neutre, ouvert, pour éviter qu'elle ne fasse une scène dramatique. J'ai posé des conditions absolues. Premièrement, elle devait répondre à toutes mes questions de manière précise. Deuxièmement, aucune excuse du type « je ne savais pas ce que je faisais ». Troisièmement, au moindre mensonge, je me levais et je partais définitivement sans jamais revenir. Elle a accepté par retour de courriel. Le jour de la rencontre, le ciel était gris et menaçant. Je suis arrivée en avance et je me suis assis sur un banc en bois glacé. Je l'ai vue arriver au bout de l'allée. Elle était méconnaissable. Elle flottait dans un manteau sombre trop grand pour elle. Son visage était creusé, ses yeux cernés de noir profond. L'arrogance de la chef étoilée avait totalement disparu. Elle ressemblait à une ombre marchant avec difficulté. Elle s'est approchée, a esquissé un geste pour toucher mon bras. J'ai reculé sèchement mon épaule. Elle a compris et s'est assise à l'autre bout du banc. Son souffle tremblait visiblement. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur le bouton de l'enregistreur vocal et je l'ai posé entre nous. Je l'ai regardée et j'ai demandé avec une voix sans aucune émotion depuis quand l'affaire avait commencé. Elle a baissé la tête vers ses genoux et a murmuré que ça avait commencé au bout de 3 semaines dans le nouveau restaurant. Je lui ai demandé où ils allaient pour se cacher. Elle a cité des hôtels de luxe de la ville, le grand bureau privé du restaurant, parfois sa propre voiture. J'ai continué mes questions, gardant un ton clinique, purement mécanique. Puis, j'ai décidé de frapper là où ça faisait le plus mal. Je l'ai regardée droit dans les yeux, cherchant son regard fuyant, et je lui ai demandé si elle se souvenait de l'homme d'affaires, celui qui exploitait les travailleurs étrangers, celui contre qui elle avait organisé des manifestations et signé de longues pétitions indignées. Je lui ai demandé ce que ça faisait de s'agenouiller devant lui dans une suite d'hôtels pendant que Victor filmait la scène en rigolant. Elle a poussé un cri étouffé, comme si on venait de la poignarder dans le ventre. Ses mains ont couvert sa bouche avec violence. Elle est devenue complètement livide, d'une pâleur cadavérique. Elle a immédiatement compris que je savais absolument tout. Elle s'est effondrée en larmes,
poussant de véritables sanglots rauques qui lui coupaient la respiration. Les gens qui promenaient leurs chiens autour de nous ont commencé à s'arrêter et à regarder, mais je suis restée de marbre, les mains posées sur mes cuisses. J'ai exigé une réponse ferme. J'ai élevé la voix juste assez pour dominer ses pleurs. Pourquoi ce monstre particulier? Pourquoi abandonner le pauvre vieux Laurent sur son lit de mort pour ces gens méprisables? Qu'est-ce qu'elle cherchait désespérément? Elle a essayé de reprendre son souffle, aspirant l'air froid de l'automne. Sa voix était hachée par la panique. Elle a dit que lorsque Victor l'a embauchée, elle se sentait insignifiante dans ce nouveau monde de l'élite gastronomique. Il était brillant, puissant, il contrôlait absolument tout le monde autour de lui d'un seul regard. Et au milieu de tous ces chefs expérimentés, il l'a choisie, elle, la petite cuisinière de bistrot. Il lui a dit qu'elle était un pur génie, que les autres n'étaient que de la vulgaire poussière comparée à son instinct culinaire. Il l'a inondée d'attention constante. Il l'a rendue physiquement dépendante de son approbation quotidienne. Ensuite, très doucement, il a commencé à me dénigrer. Il posait des questions subtiles sur notre mariage, sur mes revenus, sur mes ambitions. Il lui disait avec assurance que mon monde d'artisan était étriqué, que ma petite morale de restaurateur de montres l'empêchait de devenir une véritable artiste internationale. Il la flattait avec une telle intensité qu'elle se sentait invincible, presque divine. Les autres femmes de la brigade la regardaient avec une jalousie féroce, et elle a avoué, la voix brisée, qu'elle adorait cette sensation de pouvoir absolu sur les autres. Elle a reniflé bruyamment, essuyant ses joues trempées avec la manche de son manteau. Elle m'a avoué en baissant les yeux que les vidéos dégradantes n'étaient pas son idée au départ. C'était un test de loyauté. Victor lui a dit froidement que pour faire définitivement partie de son élite, pour prouver qu'elle n'était pas une petite bourgeoise coincée par des valeurs ridicules, elle devait se soumettre totalement à sa vision du monde, sans poser de questions. Il a invité cet homme d'affaires corrompu. Il lui a ordonné de faire ces choses horribles. Je l'ai interrompu d'un geste de la main, la voix glaciale. J'ai dit avec fermeté que personne ne lui avait jamais mis un pistolet sur la tempe pour obéir. Elle a hoché la tête frénétiquement en signe d'accord. Elle a pleuré en disant qu'elle était tout simplement terrifiée à l'idée de perdre cette nouvelle vie luxueuse, de perdre l'admiration toxique de Victor. Elle a dit qu'il agissait sur son cerveau comme une drogue dure. Chaque fois qu'elle lui obéissait aveuglément, il lui donnait un accès encore plus exclusif à son monde de privilèges, et chaque fois, il prenait soin de lui rappeler que je n'étais qu'un poids mort attaché à sa cheville. C'est exactement pour cette raison qu'elle est devenue si froide et cruelle avec moi à la maison. C'est pour ça qu'elle a volontairement oublié Laurent agonisant à l'hôpital. Elle devait détruire mentalement tout ce qui la rattachait à moi, à notre ancienne vie saine, pour satisfaire les exigences malades de Victor. Elle m'a regardé avec des yeux suppliants et m'a dit qu'elle crevait de honte. Qu'elle me traitait de minable artisan dans ses vidéos sordides uniquement parce qu'elle essayait désespérément de s'en convaincre elle-même, pour étouffer le hurlement de sa propre culpabilité. Je l'ai écoutée vider son sac jusqu'à la dernière goutte d'explication. Mon visage ne trahissait toujours aucune émotion, je contrôlais ma respiration comme je contrôle mes outils de précision. Je lui ai demandé d'un ton plat ce qui s'était passé juste après mon départ soudain de l'appartement. Elle a fermé les yeux, le visage tordu de douleur. Elle a expliqué péniblement que le lendemain du jour où j'ai laissé mon alliance et les papiers du divorce sur la table, Victor a soudainement changé de comportement. Il est devenu extrêmement distant, puis cruel. Il l'a convoquée dans son bureau et lui a dit avec mépris qu'elle manquait soudainement d'inspiration, que sa cuisine était devenue banale et ennuyeuse. Il l'a licenciée sans ménagement la semaine suivante. Il n'a plus jamais répondu à un seul de ses appels ou de ses messages. Son petit jouet psychologique était cassé, le gentil mari dévoué était parti, le grand défi de destruction était terminé. Elle s'est retrouvée instantanément sans rien. Sans travail prestigieux, sans sa réputation dans le milieu, et sans moi. Ses propres parents refusent de lui adresser la parole depuis qu'ils ont compris une partie de la vérité sur son licenciement et son attitude. Elle a glissé sur le bois du banc pour se rapprocher physiquement de moi. Elle a joint les mains et m'a supplié. Elle m'a dit qu'elle suivait une thérapie intensive, qu'elle savait maintenant avec certitude qu'elle avait été manipulée par un prédateur et qu'elle ferait n'importe quoi, absolument n'importe quoi au monde pour que je lui accorde mon pardon. Elle a hurlé que j'étais le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé dans toute son existence. J'ai secoué la tête avec une lenteur calculée.
Je lui ai dit en la fixant que je comprenais parfaitement la mécanique vicieuse de la manipulation psychologique. En tant qu'horloger, je sais pertinemment comment un rouage défectueux peut détruire la synchronisation de tout un système complexe. Mais je lui ai rappelé une vérité brutale et incontournable. La manipulation experte de Victor n'a fonctionné que parce qu'elle a décidé de lui ouvrir grand la porte de son esprit. Elle a profondément aimé se sentir socialement et artistiquement supérieure à moi. Elle a adoré le pouvoir et l'argent. Elle a fait le choix conscient de me mentir en me regardant dans les yeux chaque soir en rentrant. Elle a fait le choix délibéré de m'humilier devant l'objectif d'une caméra pour faire rire d'autres hommes. La véritable victime de l'histoire, ce n'est pas elle. Elle s'est soumise aux caprices d'un sociopathe par pure vanité et par avidité. Et on ne peut absolument pas reconstruire une belle horloge brisée en utilisant des pièces totalement rouillées par la trahison. J'ai ouvert ma sacoche en cuir posée à mes pieds. J'ai sorti le dossier contenant les papiers du divorce, exactement les mêmes feuilles que j'avais laissées sur la table des semaines auparavant. Je les ai posées sur le banc, juste à côté d'elle. Je lui ai tendu un stylo à billes noires. Je lui ai dit d'une voix très calme, sans élever le ton, que si elle ressentait la moindre once de véritable regret pour le mal irréparable qu'elle m'avait fait subir, elle devait me rendre ma liberté légale immédiatement. Elle a regardé les feuilles imprimées. Ses mains tremblaient avec une telle violence qu'elle a fait tomber le stylo sur les graviers de l'allée. Elle s'est penchée misérablement pour le ramasser, les doigts couverts de poussière. Elle a retiré le capuchon avec les dents et a tracé sa signature au bas de la dernière page, mouillant le papier de ses larmes qui tombaient en silence. J'ai vérifié la signature, j'ai repris le dossier et je l'ai glissé dans ma sacoche. Je me suis levée lentement, sans ajouter un seul mot de réconfort. J'ai tourné les talons et je suis partie à pas réguliers à travers les allées du parc. Je n'ai jamais tourné la tête en arrière. Je l'ai laissée là, assise seule sur ce banc glacé, sanglotant bruyamment dans le vent froid. Depuis ce jour au parc, ma vie a suivi un long chemin de reconstruction silencieuse. Le divorce a été prononcé et finalisé sans aucune autre rencontre. J'ai coupé tous les ponts. J'ai appris par un ancien collègue restaurateur qu'elle a dû quitter définitivement la région. Sa réputation dans les grandes cuisines était totalement ruinée par les rumeurs et les scandales associés à la fin de son contrat, l'empêchant de retrouver un poste décent. Victor, quant à lui, continue très certainement de broyer d'autres vies innocentes dans la capitale, utilisant son pouvoir financier pour manipuler ses équipes, mais cela ne m'atteint plus. J'ai trouvé un nouvel espace pour mon atelier. Plus grand, orienté plein sud, inondé d'une lumière naturelle parfaite pour mon travail minutieux. Monsieur Laurent a survécu à son attaque. Il marche avec une canne maintenant, son souffle est court, mais il vient souvent s'asseoir dans un vieux fauteuil en cuir dans mon atelier. Il boit son thé chaud et me regarde ajuster les engrenages pendant des heures sans rien dire. La cicatrice de cette trahison ne disparaîtra jamais complètement. Je sursaute encore parfois au milieu de la nuit, le cœur battant à tout rompre, hanté par les échos des voix sur cette foutue tablette numérique. La confiance aveugle que j'accordais à l'être humain a été pulvérisée. Mais au fond de moi, je sais que j'ai pris la bonne décision. Quand je saisis mes petites bruxelles métalliques, que je pose avec une précision infinie un minuscule balancier sur son axe délicat, et que le mécanisme commence enfin à battre avec un son clair et régulier, je ressens une paix absolue m'envahir. J'ai refusé d'être une victime collatérale de leur jeu malsain. J'ai sauvé mon intégrité et mon amour-propre. Voilà les amis, c'est la fin de cette histoire longue et difficile. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi dans les commentaires si le héros a pris la bonne décision en refusant tout pardon et en tournant le dos définitivement, ou si vous pensez qu'une personne profondément manipulée par un prédateur psychologique redoutable mérite une seconde chance de se racheter. Vos avis m'intéressent énormément et je lis toutes vos réactions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo pour soutenir notre travail et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires poignantes et réelles. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.